Conakry, 8 mai 2017. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Dans voici le sommaire. La problématique de la circulation routière en Guinée, la question préoccupe le gouvernement et ses partenaires. Une réunion des forces de sécurité s'est tenue à huis clos. Plus de 327 personnes tuées dans les accidents de la route en 2016. Le programme de relance de la culture d'exportation fait du chemin dans la région forestière. L'initiative du chef de l'État fait du chemin. Fait a suivi des faits. Les résultats sont perceptibles sur le terrain. Fini le pèlerinage chrétien à Bofa, plus de 25 000 fidèles ont approfondi leur foi religieuse. Le parcours spirituel des catholiques a duré une semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Guinée a célébré ce 8 mai la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge sous le thème « Partout pour tous ». Le saviez-vous? Cette cérémonie a mobilisé membres du gouvernement, diplomates et partenaires techniques et financiers. Un événement placé sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé, compte rendu signé Aboulkarim Condé. Il faut rappeler que malgré les progrès économiques, techniques et technologiques de ces dernières décennies, notre société reste une source de création de nombreux problèmes. L'inégalité sociale, les adeptes de la violence créent des foyers de tension et de guerre. De nombreuses personnes sont obligées d'abandonner leur habitat pour emprunter le chemin difficile de l'exode et de la migration vers d'autres endroits plus sûrs. C'est pourquoi la Guinée accorde une place prépondérante au partenariat avec les communautés et les acteurs comme la Croix-Rouge. Et les domaines de collaboration prioritaires sont le développement de la santé communautaire, de la surveillance, la sensibilisation et la promotion du sécurisme. La Croix-Rouge était au chevet de la Guinée pendant la crise d'Ebola dans notre pays. Le saviez-vous? Le rôle de premier plan que la Croix-Rouge guinéenne a joué durant la crise d'Ebola en mobilisant plus de 3500 volontaires qui ont été déployés dans tous les piliers de la riposte et qui continuent dans les activités de résilience en étroite coordination avec les autorités décentralisées, en offrant le soutien psychosocial aux guéris d'Ebola, leurs familles et leurs communautés, en soutenant les acteurs de première ligne par un programme de réinsertion socio-économique, en s'investissant en étroite coordination avec les responsables sanitaires décentralisés dans la surveillance communautaire, afin que, par un mécanisme d'alerte précoce et de réponse anticipée, nous puissions prévenir, anticiper et réduire les risques selon une approche intégrée. Le président de la Croix-Rouge guinéenne, dans son intervention, a présenté des doléances au chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est pour moi l'occasion de remercier une fois de plus son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, chef de l'État, président de l'exercice de l'Union africaine. Et à travers lui, tout le gouvernement pour son appui constant à la Croix-Rouge guinéenne dans l'accomplissement de sa mission humanitaire. Toutefois, en toute confiance, la Croix-Rouge guinéenne souhaite vivement auprès de son Excellence une augmentation substantielle de la subvention de l'État et attend simplement la donation officielle du site qui lui permettra de bâtir son siège national. Le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est porté premier volontaire de la Croix-Rouge guinéenne et il a promis soutenir la Croix-Rouge guinéenne avec son gouvernement. À l'occasion de la cérémonie de la commémoration de la 150e journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, la Guinée, en communion avec l'ensemble des nations du monde entier, célèbre aujourd'hui la journée mondiale du mouvement de Croix-Rouge, journée de commémoration, de souvenirs et de réflexion, mais surtout de partage de solidarité avec les femmes et les hommes qui œuvrent jour et nuit pour alléger la souffrance des personnes les plus vulnérables. En cette guide journée, je m'incline devant la bravoure et la mémoire de vos volontaires qui, au prix de sacrifice suprême, ne reculent jamais devant l'impératif humanitaire et choisissent de soutenir les populations et communautés les plus vulnérables, de diffuser des messages de solidarité, de compassion, d'entraide et de l'humanité.
Mesdames, Messieurs, en écoutant les déclarations qui viennent d'être prononcées, je trouve une véritable source de fierté profonde d'accepter d'être volontaire au premier rang de la Croix-Rouge guinéenne. Appartenir à une organisation aux nobles actions humanitaires telles que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge devrait être le souhait de toute personne éprise de paix, de solidarité et de fraternité. Des valeurs qui n'ont pas de prix, que le mouvement de la Croix-Rouge nous enseigne et nous exhorte de concrétiser par des actions pratiques de protection de la vie, de la santé, de la dignité humaine, en toutes circonstances, en toute impartialité. Mesdames, Messieurs, distingués invités, il y a quelques jours, à l'occasion de l'ouverture de la 9e conférence panafricaine de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, j'ai envoyé un message officiel à la famille mondiale de la Croix-Rouge en général et à la Croix-Rouge guinéenne en particulier. Pour exprimer toute la gratitude du peuple guinéen pour le travail de qualité que les volontaires de la Croix-Rouge ont accompli, qui a permis de sauver des vies humaines, de protéger la santé et d'en finir avec la maladie à virus Ebola. Je disais dans ce message que la Guinée donnera le ton et s'engage à travailler avec la Croix-Rouge pour faire de sa Société nationale de Croix-Rouge une institution respectée pour ce qu'elle fait, avec des volontaires disponibles partout, sur le total national et surtout du devenu du peuple guinéen. Cependant, en ma qualité de président de la République de Guinée, je trouve l'occasion plus solennelle aujourd'hui pour exprimer très officiellement devant les partenaires privilégiés évoluant en Guinée, pour ce dans notre pays, envie de vous assurer de ma disponibilité et de ma détermination à soutenir convenablement le rôle auxiliaire indispensable que joue la Croix-Rouge guinéenne. Ce rôle de facilitateur de développement communautaire que vous jouez en temps de crise, comme durant les moments les plus apaisés, vous place sans nul doute comme un acteur majeur, j'allais même dire incontournable dans notre chère Guinée. L'idéal de la Croix-Rouge et mon engagement social en faveur des personnes vulnérables, notamment des femmes et des enfants, se rejoignent à plus d'un titre, sans doute concerné personnellement de la mission que vous menez, et je comprends d'autant plus les réalités que vous devez faire face. Ce qui dénote à suffisance que nos convictions convergent en termes d'humanité, solidarité, fraternité, d'entraide. Mesdames, Messieurs, il est réaliste d'admettre que toute action humanitaire ne peut être menée à bien que si elle bénéficie du soutien et de l'appui des donateurs et des partenaires. De toute évidence, les problématiques à résoudre sont multiples et nécessitent de mobiliser d'importantes ressources financières, matérielles et humaines. C'est pourquoi je me mets à profit cette célébration pour lancer un appel vibrant à mon gouvernement, aux partenaires de développement, d'engager avec la Croix-Rouge guinéenne des pistes de réflexion afin d'offrir de nouvelles opportunités de partenariat pour le financement des actions humanitaires de nos braves volontaires. Afin qu'ils continuent à œuvrer efficacement partout et pour tous. Mesdames, Messieurs, je voudrais remercier chaleureusement les composants de la Croix-Rouge guinéenne internationale. Je ne vais pas commettre l'erreur de citer les Croix-Rouges et d'oublier d'autres, donc j'adresse mes félicitations à tous les partenaires. Je remercie enfin les volontaires de la Croix-Rouge guinéenne en les rassurant une fois de plus du soutien indéfectible du gouvernement guinéen. Sachez que nous avons écouté attentivement vos doléances et rassurez-vous qu'une réaction appropriée vous sera réservée, M. Traoré. Il est établi qu'à tout moment et en tout lieu, on pourra faire secours au service de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Dans le même registre, la formation des agents de santé communautaire. La question a dominé l'entretien que le Premier ministre, chef du gouvernement, a accordé au bureau exécutif de l'ONU-SIDA. D'autres sujets liés à la lutte contre les épidémies en Guinée ont été évoqués au cours de cette audience. Ousmane Bangoura. Conakry reçoit depuis hier la réunion des experts de l'ONU-SIDA. Ici, les spécialistes de santé sont venus discuter avec le Premier ministre d'un certain nombre de questions, notamment des opportunités de développement du système de santé communautaire. L'ONU-SIDA, en collaboration avec le gouvernement guinéen, s'engage à lutter contre les maladies,
tels que le sida, la tuberculose, le paludisme et les épidémies qui émergent. Il faut un plan de rattrapage pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. On a 3 personnes sur 4 qui n'ont pas accès au traitement. On a donc un problème sérieux. Il faut nécessairement qu'il y ait un plan de rattrapage au niveau de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale si on veut éliminer et contrôler l'épidémie. On sait que de plus en plus, on aura des nouvelles épidémies qui vont émerger. On a eu l'expérience d'Ebola. On sait aussi que si on veut avoir une sécurité en matière de santé pour les populations les plus démunies, il nous faut nécessairement changer notre système de santé, faire en sorte qu'on ait des agents de santé communautaires. On voudrait que le président Alpha Condé, président de la République de Guinée, puisse porter cette initiative-là au niveau continental et même au niveau mondial. Il s'agit de profiter donc du leadership du président de la République, le professeur Alpha Condé, à la tête de l'Union africaine, pour, n'est-ce pas, faire un appel à ses pairs en Afrique pour le recrutement de 2 millions d'agents de santé communautaires, d'une part. D'autre part, aussi discuter des questions de financement du système de santé à partir des fonds propres des pays, indépendamment des partenaires techniques et financiers. Pour le Premier ministre, la création des agents de santé communautaires pourrait être un moyen de réduire le taux de chômage en Guinée. Occasion pour Mamadi Youla de réaffirmer l'engagement de son gouvernement dans la mise en place des mécanismes facilitant la création de plusieurs structures de suivi et de communication. En santé toujours, la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite se poursuit à Conakry et à l'intérieur du pays. Elle concerne les enfants de 0 à 5 ans. Pour la zone spéciale de Conakry, c'est la mairie de Matam qui a servi de cadre au lancement de l'opération. Cette campagne porte à porte va toucher tous les foyers. La route continue de faire des victimes, je vous le disais en titre. L'Observatoire guinéen de la circulation routière et mobilité urbaine a présenté ce lundi le bilan annuel des accidents de l'année 2016, 327 morts. La question préoccupe l'État et ses partenaires. Une réunion des forces de sécurité s'est tenue ce lundi à huis clos. Rien n'a filtré, mais certainement des décisions importantes seraient envisagées. Ablé Diallo dans nos prochaines éditions d'information. L'exécution du programme de relance du secteur de développement rural initié par le chef de l'État affiche des résultats prometteurs. C'est du moins le constat fait par le directeur général de l'IRAG au terme d'une mission de suivi en région forestière. Voici le reportage de Demba Doumbouya. Au cours de cette visite, le directeur général de l'IRAG a constaté une évolution normale des plans mis en terre et des pépinières installées en 2016 et 2017. Le décor du centre de recherche agronomique de Sérédou et des centres de production et de multiplication de matériel végétal de Macenta et Bangueta à Zérékoré traduit les efforts engagés par les chercheurs de l'IRAG et les agents de l'AMPROCA. À l'heure où nous sommes, on veut attaquer la transplantation du café. On a reçu 50 kilos de graines de café, parches, et qui a été mis en germoire. Le programme de relance des cultures d'exportation bénéficiant de l'appui de la société Win Witness de El Hadj Mohamed Kanyassi a comporté aussi la mise en place de 10 pépinières communautaires de cacaoyer, 6 à Zérékoré et 4 à Macenta. Le nombre de plants par pépinière varie entre 50 000 et 100 000. L'action qu'on amène, c'est des pépinières villageois. C'est pour le moment, ça, c'est pépinières villageois. Mais le banco est là, bon, ici c'est Pamporé, ici c'est 55 hectares. Mais on a envie, on va continuer pour faire ici 100. On a envie de faire presque 3000 hectares de cette année-là. En matière de production animale, l'importation de races porcines améliorées et d'alevins de la Côte d'Ivoire sur initiative du chef de l'État a imprimé un nouvel élan à la porciculture et à la pisciculture en Guinée forestière. Nous avons vu les porcheries avec les races qui ont été importées de Côte d'Ivoire, la Landrace. En termes de consanguinité, cette consanguinité qui affectait déjà le cheptel porc dans notre pays est cassée. Et nous avons aujourd'hui des porcelets qui se portent bien. Nous avons aujourd'hui des troupeaux qui sont excellents. Les prochaines années, l'expansion de ces différentes actions ouvrira la voie à une croissance durable de l'économie rurale guinéenne.
Direction Bokeh, où les compagnies minières renforcent leur appui en direction des communautés. C'est le cas de la SMB qui prévoit la construction de plusieurs infrastructures et des forages en faveur de localités touchées par le projet. Une mission du ministère des Mines vient de se rendre dans la région pour voir le niveau d'exécution des travaux. Mamadou Alpha-Baldi signe son reportage. En 2017, une trentaine de forages seront réalisés dans les localités touchées par la société minière de Bokeh. Comme Dapilong, Malapouya et Katougouma, le besoin en eau potable des populations est grandissant. Les villages grossissent chaque jour à cause de l'arrivée massive de diverses personnes attirées par les activités minières. Nous allons encore faire les efforts pour créer plus d'emplois, pour améliorer les conditions de vie d'ici. Dans la politique de la société, c'est-à-dire avoir une bonne cohabitation en harmonie avec la communauté. Nous prions le bon Dieu que cette société reste longtemps avec nous ici. Cette activité s'inscrit dans la dynamique de la mise en œuvre du plan annuel de développement local de la SMB. D'autres projets comme la construction de salles de classe et d'infrastructures sanitaires seront exécutés. Nous avons déjà amorcé depuis 2 semaines déjà. On a déjà une dizaine de forages, donc ça va continuer. Ici, l'ensemble des acteurs appellent à une bonne cohabitation entre les compagnies minières et les populations. Dans la paix, ils estiment que l'ensemble des difficultés peuvent être surmontées pour l'intérêt de tous. Première réunion ce lundi de la commission technique de suivi de la réforme de l'administration. Objectif partager et amender le document de réforme proposé par le programme de réforme de l'État et de modernisation de l'État. Les résultats de cette rencontre pourront permettre la mise en œuvre rapide de ce programme. Baba Kouyaté et Terna Kamisuko dans nos prochaines éditions d'information. 1977-2017, la télévision nationale aura 40 ans d'existence le 14 mai. Cet outil de communication de masse est le fruit de la coopération guinéo-libyenne. Comme la voix de la révolution, la télévision nationale sera au service de la nation. Les pionniers des médias se souviennent des souvenirs qui se confondent à l'histoire du pays. Kadiatou Chérif, Mama Aïssata Kamara. La télévision guinéenne a lancé ses premières émissions le 14 mai 1977. Pendant 40 ans, de journalistes talentueux se sont succédés autour d'un objectif commun, servir avec fierté les téléspectateurs à travers un programme d'information riche et varié. Quelques anciens se souviennent des premiers pas de la télévision. Le 14 mai 1977, les premières images ont commencé le matin, mais c'est surtout la retransmission en direct des grandes festivités du 14 mai 1977 à partir du stade du 28 septembre. Donc c'est un pari qui a été gagné parce que c'est un grand direct qu'il fallait faire. Les liaisons par faisceau entre le stade et le studio qui se trouvait à Boulbiné. Et j'avoue que l'équipe technique de la télévision de ce moment a été une grande équipe de pionniers. Les Alpha Camara, les Mamadi Kat, les Elage Lamar, les Kochi. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour que techniquement ça se passe bien. En suivant les programmes de la télévision nationale, loin des studios et couloirs de cette maison, les pionniers invitent à la nouvelle génération à plus de rigueur professionnelle. À notre époque, on n'a pas travaillé pour avoir de l'argent, mais nous avions travaillé pour donner vraiment satisfaction à nos téléspectateurs. On n'a pas connu l'argent. Mais pour ce faire, alors, il faudrait que la génération montante se rende compte et qu'ils se donnent la force d'apprendre, d'avoir l'amour de ce qu'ils font. Parce qu'on ne peut pas réussir sans aimer ce qu'on fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein? Donc, il faudrait que cette génération accepte de travailler, d'aimer le travail. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous, hein? Parce que c'est nous qui avons appris. Nous sommes allés en Libye apprendre dans un pays où on ne parlait qu'arabe. Donc on a appris et on est venu restituer. Aujourd'hui, il est prouvé que le journalisme, c'est une science. C'est une science avérée. Il y a des techniques de journalisme. Donc il faut que les gens se forment et que les gens se mettent à niveau. Parce qu'en plus, c'est une profession qui évolue,
qui évolue. Nous sommes obligés de suivre aujourd'hui les nouvelles technologies de l'information. Il faut apprendre tous les jours les nouvelles techniques dans la profession. Donc je demanderai aux jeunes, de se former. Deuxièmement, d'être beaucoup plus à cheval sur le respect de l'éthique et de la profession. À 4 décennies d'existence, beaucoup d'efforts sont consentis pour l'amélioration de la qualité des services de la télévision nationale. Mais à l'ère des mutations numériques, des changements importants sont attendus pour hisser encore plus haut la télévision nationale. Autre chose au plan national, la 6e édition de la réunion des ministres de la Défense de la communauté sahélo-saharienne vient de prendre fin à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au centre des débats, la lutte contre le terrorisme, la sécurité des personnes et de leurs biens et la criminalité transfrontalière. Adjudant Sékou Kamano fait le point. C'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, que s'est tenue du 4 au 6 mai dernier la 6e réunion des ministres de la Défense de la communauté des États sahélo-sahariens. La République de Guinée était représentée à ce sommet régional par le ministre d'État à la présidence chargé de la Défense nationale. Parmi les sujets évoqués, la sécurité transfrontalière et la lutte contre le terrorisme. La 6e réunion des ministres de la Défense des États membres de la communauté des États sahélo-sahariens se tient dans un contexte géostratégique qui risque d'être celle de toute une époque, la nôtre, si nous ne mettons pas fin. Elle est en effet caractérisée par l'émergence d'un espace d'insécurité sans frontières, provoqué par un phénomène planétaire auquel il nous faut solidairement résister pour l'abattre, le terrorisme. Placé sous le thème « Ensemble contre le terrorisme pour la sécurité et le développement », cette rencontre a permis aux ministres de la Défense et aux experts de l'organisation de mutualiser les efforts pour une riposte commune et structurée. Les 28 pays membres s'engagent à créer un centre SENSAD de lutte contre le terrorisme au Caire, en Égypte. Pour empêcher la ressurgence des organisations terroristes, il faudra indiquer toutes les conditions qui favorisent leur développement et même leur existence. Il faut donc travailler sur le tarissement de leur principale source de financement. Mise en place en 1998 à Tripoli en Libye, la SENSAD œuvre pour le développement socio-économique et la prise en compte des défis sécuritaires des pays membres. La prochaine réunion annuelle des ministres de la Défense est prévue au Nigeria en 2018. Fini le parcours spirituel des catholiques à Bofa. Durant une semaine, des milliers de pèlerins ont approfondi leur foi religieuse. Cette année, plus de 25 000 fidèles ont répondu présents à cet appel de Bofa, parmi lesquels une délégation sénégalaise. Le thème central de ce pèlerinage était axé sur le pardon et la réconciliation. Valérie Manet, notre reporter, était parmi les pèlerins, témoins de l'événement, images et commentaires. Il y a 140 ans, les premiers missionnaires posaient leurs valises sur la terre de Bofa. Après quelques années d'évangélisation, cette ville demeure la porte d'entrée de la foi chrétienne. Depuis 1963, l'église de Bofa accueille chaque année de nombreux fidèles catholiques à travers le pèlerinage. Pour 2017, plus de 25 000 catholiques ont effectué cet exercice religieux. À cette cérémonie de clôture, l'archevêque métropolitain de Conakry, entouré de l'ensemble des évêques du pays, invite les fidèles à faire un progrès vers le pardon et la réconciliation. Il nous est parfois difficile d'accepter sereinement les adversités quotidiennes. Aux moindres difficultés, notre visage s'assombrit. Nous perdons souvent la confiance et l'espérance. Le désir de la vengeance ronge alors notre cœur et détruit notre relation avec les autres. Nous devenons par conséquent incapables de pardon et de miséricorde. Or, la vengeance sert seulement à empirer les choses, alors que le pardon et la réconciliation donnent la joie, en faisant renaître l'espérance perdue. Bofa 2017, c'est aussi une année d'action de grâce, des moments de prière pour l'unité du peuple de Guinée. Nous avons écouté les homélies, les sermons qui ont été délivrés
pour instruire, pour former les pèlerins sur ce thème et nous les avons beaucoup appréciés parce qu'ils ont été très concrets, ils ont parlé du vécu des gens dans leur famille. Je suis venu m'associer aux fidèles chrétiens, à l'Église catholique de Guinée, n'est-ce pas, pour prier pour que nous puissions convaincre tout le monde, tous les Guinéens, de se pardonner et ensuite de se réconcilier, condition sine qua non de la paix dans ce pays-là. À Bofa, toutes les prières des pèlerins chrétiens ont convergé vers le pardon et la réconciliation pour une paix durable en Guinée. Et puis en plus bref, la Fondation Kalamoro et Yara organise le 12 mai à Paris, Saint-Denis, une importante rencontre qui va regrouper toute la communauté Yara venue de Guinée et d'ailleurs. Il sera question du renforcement des liens de fraternité et du développement. Les rideaux sont tombés sur la fête de la mare de Nora Soba à Kouroussa. Cet événement culturel a mobilisé les fils ressortissants et résidents de la localité, mais aussi les hommes de culture. Les invités ont mis leur séjour à profit pour visiter plusieurs sites historiques. Nora Soba est un patrimoine culturel à préserver. Adi Kamara fait le point. La mare de Nora Soba dans la préfecture de Sigiri, valeur ancestrale de Kolonkala. Cette valeur oblige les hommes à imprimer dans la réalité quotidienne notre aspiration commune au bonheur fondé sur la culture. Au-delà de la pêche aux poissons, c'est un événement culturel immense et je crois que c'est toute une joie de se replonger dans nos traditions pour voir les populations comme ça unies autour des objectifs de développement. Cette mare symbolise l'unité des fils de Kolonkalan, symbolise la fraternité, l'union, l'entente entre les fils de Kolonkalan. Pour venir ici à la mare, les instruments de la pêche sont confectionnés, contrôlés et adaptés à la capture de toutes les espèces de poissons. C'est le retour aux valeurs positives de la tradition africaine. Je suis très émerveillé, c'est impressionnant. Aujourd'hui, c'est Nora Soba qui s'est vidé de ses populations. Tout le monde est sur la place ici. Vous voyez des gens qui sont dans la mare, d'autres ne sont pas dans la mare. C'est toutes les populations de Nora Soba qui se retrouvent ici et c'est important. Je pourrais seulement demander aux gens de Nora Soba de faire tout pour protéger cette mare parce qu'elle est en train de disparaître petit à petit. La première possibilité, c'est le reboisement. Il y a des essences aujourd'hui qui grandissent très vite. On peut envoyer beaucoup de pépinières de ça pour la prochaine activité. L'environnement naturel et le cadre socio-culturel sont les fondements d'un tourisme durable. Valeurs sûres mais valeurs fragiles. Sur ce, les décideurs locaux, les opérateurs touristiques et les visiteurs, par leurs projets de développement, leur comportement ont en commun la responsabilité de protéger cette mare, la fabuleuse richesse de Kolonkala. Je vous le disais en début du journal, la route continue de faire des victimes. L'Observatoire guinéen de la circulation routière et mobilité urbaine a présenté ce lundi le bilan annuel des accidents de l'année 2016, 327 morts. La question préoccupe l'État et ses partenaires. Voici le reportage de Ablay Diallo. Ces dernières 72 heures, le nombre des victimes des accidents de la route est jugé inquiétant. Après la tragédie de Dubrika, 3 autres cas d'accidents mortels sont enregistrés à Conakry et à Pofa. Le bilan élevé de la tragédie de Yorokogia suscite de nombreuses interrogations. Pour le directeur central de la police routière, la faute à l'incivisme des usagers de la route. C'est déplorable que chaque fois c'est le comportement qui amène à de graves accidents de la circulation. Les marchands en bordure de route abandonnés, les garagistes en bordure de route abandonnés, les pannes des véhicules, les piétons sur la chaussée, les animaux sur la chaussée, les motocyclistes qui viennent s'ajouter aussi qui créent d'énormes problèmes. Voici des problématiques réelles actuellement. Selon un rapport présenté ce matin par l'Observatoire guinéen de la sécurité routière et de la mobilité urbaine, les accidents de la circulation ont fait 327 morts et 990 blessés dans le pays en 2016. Quand vous voyez comment les gens se comportent dans la circulation, et avec la saison des pluvieux où la chaussée est très glissante, la visibilité n'est pas très claire, vous vous rendez compte que ça multiplie les facteurs de risque.
Ce lundi, dans l'après-midi, au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, une réunion sur la sécurité s'est tenue à huis clos. Rien n'a encore filtré de la rencontre. Les recommandations de cette réunion seront présentées au gouvernement pour une meilleure sécurité routière en Guinée. Dernier virage de cette édition, c'est parti pour la 3e édition des Jeux universitaires de Guinée, une compétition qui va regrouper 20 institutions d'enseignement supérieur, publiques et privées. Les équipes se préparent activement. Le coup d'envoi sera donné le 13 mai au stade du 28 septembre à Conakry. Mamadou Saliouba fait le point. Pour cette 3e édition, 20 institutions d'enseignement supérieur sont qualifiées pour les phases finales. Elles vont rivaliser durant 2 mois dans 3 disciplines sportives. Le football, le basket et l'athlétisme. Réparties en 4 pôles, les équipes vont évoluer dans les villes de Conakry, Boké et Kankan. Nous mettrons en compétition toutes les universités de Guinée, c'est-à-dire les universités publiques et privées, ici à Conakry comme à l'intérieur du pays. Désormais, l'objectif que nous nous sommes assignés, c'est de faire de ce sport universitaire le grenier du sport national en République de Guinée. Autrefois considéré comme la pépinière de toutes les disciplines sportives en Guinée, le sport à milieu universitaire a traversé plusieurs années noires avant d'être relancé en 2014. Le retour des Jeux universitaires vise à créer l'émulation entre les institutions d'enseignement supérieur et la promotion du sport professionnel à milieu universitaire. Créer aussi de l'ambiance sur les campus, parce qu'après les études, les gens souvent ne savent pas ce qu'il faut faire. Et nous allons, il y a le sport, plusieurs types de sport, et nous allons créer aussi d'autres activités culturelles à l'avenir, notamment le théâtre, la danse, etc. Absente des compétitions universitaires sous-régionales, la Guinée entend marquer son retour sur l'échiquier continental dans les prochaines années. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au cas où vous soyez dans le monde. À demain. Le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique met les livres en marche. Oui, à partir du 6 mai 2017, le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique conduit avec le CCML les livres dans les 5 communes de la capitale.